Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le groupe Al-Shabaab revendique l'attentat contre l'université de Garissa au Kenya. Une attaque d'une violence sans précédent. Les autorités font état d'au moins 147 victimes et plusieurs dizaines de blessés. Dernière journée, ce vendredi 3 avril, de l'opération Ville Morte en République démocratique du Congo. Signe de protestation contre la recrudescence des enlèvements dans le territoire de Rutshuru. Et puis en fin d'édition, la littérature et les arts à l'honneur depuis ce mercredi dans la capitale gabonaise avec la 3e édition du Salon du Livre et des Arts de Libreville. Un rendez-vous culturel qui regroupe bon nombre d'artistes et d'écrivains dans une dizaine de pays africains. En Mauritanie, les travailleurs de la mine de fer de Zouérat ont obtenu gain de cause ce jeudi, mettant ainsi fin à l'une des plus longues grèves jamais organisées dans ce pays. Cette mine représente près d'un quart des finances du budget national. La Société nationale industrielle et minière de Mauritanie, la SNIM, s'engage donc à ouvrir dans les 48 heures les négociations salariales que réclament depuis plusieurs mois les mineurs. Par ailleurs, 3 mois de salaire leur seront versés. Le campus de l'université kenyane de Garissa, toujours sous le choc d'une attaque revendiquée par le groupe islamiste Al-Shabaab. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les assaillants ont fait irruption sur le campus à 5 heures du matin ce jeudi, lourdement armés, et ont pris en otage 400 étudiants. L'assaut a été donné à 22 heures après 16 heures de siège. Un sujet de la rédaction. Nouvelle attaque terroriste au Kenya. Des hommes armés ont attaqué ce jeudi 2 avril le campus de l'université de Garissa, situé à l'est du Kenya et à environ 150 km de la frontière somalienne. Un attentat revendiqué par les Chebabs somaliens. Le bilan est lourd. Il s'élève selon les autorités kenyanes à 147 victimes, dont un policier, un militaire et 2 des gardiens du campus. 80 autres personnes sont blessées, dont 9 sont actuellement dans un état critique. Cette attaque au sein même de l'université, qui est quand même un lieu symbolique de savoir et de connaissance, et puis qui concerne la jeunesse kenyane et donc l'avenir du Kenya. Cette énième attaque des Al-Shabaab pose effectivement la question non seulement de l'infiltration de ces Shabaab au Kenya, pose la question de la sécurité des frontières du Kenya et de manière radicale, cela pose effectivement un défi au gouvernement kenyan et dans sa capacité justement à sécuriser sa population, là en l'occurrence l'université, mais à lutter efficacement contre les Al-Shabaab. Selon certains observateurs, le Kenya paie à travers cet attentat son engagement auprès des troupes de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, qui combattent contre les Chebabs somaliens. On est quand même assez surpris que les Al-Shabaab puissent à la fois en Somalie attaquer malgré la présence des forces africaines de l'ONU et là au Kenya malgré la protection des frontières que les Al-Shabaab continuent, ce qui nécessite justement la poursuite inlassable de la lutte contre ce terrorisme-là. Cette attaque des Chebabs somaliens en terre kenyane n'est pas une première. Le mouvement islamiste avait également revendiqué l'attaque terroriste du centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013, qui avait causé la mort de 67 personnes. La grippe aviaire est de retour en territoire burkinabé. C'est le constat du ministère des Ressources animales. Depuis 2 mois, de nombreuses morts suspectes de volailles dans plusieurs fermes du pays ont conduit les autorités à mener des investigations. Elles viennent donc de confirmer la présence de la souche hautement pathogène H5N1 de l'influenza aviaire. Tous les sites concernés sont mis sous surveillance et le gouvernement a appelé les éleveurs ainsi que les vendeurs de volailles a, je cite, déclaré toute mortalité suspecte de volailles. En République démocratique du Congo, la société civile se mobilise contre une pratique qui prend de l'ampleur au Nord Kivu et plus particulièrement sur le territoire de Rutshuru à l'est du pays, c'est celle du kidnapping. Les enlèvements sont en constante augmentation dans cette région du pays et une journée ville morte de 3 jours a été lancée en signe de protestation. Les précisions de Kekelia Feto.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la société civile du territoire de Rutshuru a appelé à une journée ville morte ce mercredi 1er avril et jusqu'à vendredi, en cause de la multiplication des enlèvements et des attaques sur certains axes du territoire. Un phénomène en pleine recrudescence depuis le mois de juillet 2014. Les phénomènes, que ce soit les kidnappings, que ce soit les assassinats, que ce soit les viols comme armes de guerre, c'est pratiquement diverses armes qui sont utilisées dans la région et qui sont surtout encouragées par l'impunité dont jouissent les bourreaux depuis pratiquement près de 20 ans. Tant qu'on n'aura pas, bien entendu, traduit en justice les bourreaux, le Rwanda et l'Ouganda continueront à utiliser ces éléments-là, qui sont des éléments que l'on dit incontrôlés, que l'on dit qu'on ne connaît pas, mais en fait, il n'y a pas de rébellions qui ne viennent du Rwanda ou de l'Ouganda. Ce phénomène n'est pas nouveau pour les habitants de Rutshuru. Les cibles préférées sont les commerçants et les humanitaires qui sont identifiés comme pouvant payer les rançons. Pour des spécialistes, il faut plus d'implication des autorités pour juguler ce phénomène. Et c'est justement cette population-là qui en fait les frais parce qu'il y a des ONG, il y a des représentants des ONG qui sont frappés, il y a fermeture des services et donc c'est plutôt la population qui en pâtit. Il faudrait peut-être que des mesures drastiques soient prises et qu'il y ait une claire collaboration entre la présence des forces des Nations Unies et les démembrements des forces armées et de sécurité du Congo dans la région. Devant l'incapacité des autorités, certains responsables locaux accusent les groupes Maï-Maï, les militaires, les leaders politiques et économiques d'en être les commanditaires. Le 9 mars 2015, 2 employés de l'ONG Save the Children en ont été victimes. Une situation qui a amené l'organisation à suspendre une partie de ses activités dans cette partie du pays. La prospérité du continent passe par une meilleure intégration de l'Afrique. C'est la résolution des leaders africains réunis à Addis Abeba, en Éthiopie, pour la conférence des ministres de 2015 au centre de conférence des Nations Unies. Les ministres des Finances ont rappelé l'importance de l'industrialisation et d'une meilleure utilisation des ressources domestiques. L'un des thèmes également abordés est la mise en place de l'agenda 2063 qui prévoit entre autres un marché unique africain de l'aviation civile. Et puis culture à présent avec l'ouverture ce mercredi 1er avril 2015 dans la capitale gabonaise de la 3e édition du Salon international du livre et des arts de Libreville. Un salon qui regroupe cette année des artistes, créateurs, écrivains et libraires venus de 10 pays africains. Reportage de Douglas Ntoutoum, notre correspondant au Gabon. La 3e édition du Salon international du livre et des arts de Libreville s'est ouverte mercredi 1er avril dans la capitale gabonaise. Ce salon se veut être une plateforme d'échange culturel sud-sud tout en assurant la visibilité du savoir-faire des écrivains, éditeurs, artisans et autres artistes. L'écrivain nigérien Chinua Achebe, décédé en 1993, est à l'honneur de cette 3e édition du CILAL. Une façon pour les organisateurs d'assurer la sauvegarde et la diffusion du patrimoine culturel africain à l'échelle mondiale. Ce salon offre la possibilité, une fois encore, de magnifier la création culturelle et artistique, la création littéraire nationale et d'adresser nos sincères encouragements à l'ensemble des acteurs et professionnels de ces secteurs. Les amoureux des lettres, des arts et du livre ont 4 jours pour vendre et mieux se faire connaître. Au Gabon, la place des écrivains reste mitigée. L'écrivain gabonais existe. Parce que, naturellement, il a des productions, mais il existerait davantage s'il était lu. S'il était lu par son public. Près d'une centaine d'éditeurs, écrivains et autres artistes venus de 10 pays africains, du Sénégal au Cameroun, en passant par la Côte d'Ivoire et la Tunisie, exposent leurs produits à Libreville. Durant 4 jours, le public aura droit à des conférences, des tables rondes et des expositions ventes. Des ateliers sur la peinture, la sculpture et le conte ne sont pas en reste. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.